Mesdames, Messieurs, chers internautes, bonsoir. Bienvenue à votre capsule hebdomadaire CLK News. Comme annoncé au cours de notre épisode précédent, notre thématique de ce jour portera sur les droits et obligations de l'actionnaire en droit OHADA. À cet effet, nous retrouvons donc à nouveau Maître Lassine Katan Camara pour partager ses éclairages et conseils sur ce sujet. Bonsoir Maître. Bonsoir Linda. Bonsoir chers internautes. Alors dites-nous Maître, qu'est-ce qu'un actionnaire en droit OHADA? Alors un actionnaire, qui serait un investisseur. C'est quelqu'un qui utilise, on va dire, ses moyens matériels et les mettre à la disposition d'une société pour que cette société-là puisse réaliser, on va dire, son objet, son activité. Donc un actionnaire, c'est en réalité un investisseur, mais pas n'importe quel investisseur, un investisseur qui est propriétaire d'une partie de la société. D'accord, Maître. Alors, Maître, on vous propose de vous associer à une entreprise. Quelles sont les formes d'action que vous pouvez détenir et surtout, quelles sont les conséquences liées à chaque choix? Alors, justement, comme je disais tantôt, un actionnaire, c'est un investisseur, mais pas n'importe lequel. Et donc, c'est cet investisseur-là qui détient une partie de la société. Et cette partie de la société, il peut la détenir soit par apport d'actions en numéraire, donc par rapport de numéraire, donc il sera détenteur d'actions grâce à ce numéraire, étant entendu que le numéraire c'est de l'argent, quand il apporte de l'argent, donc il sera actionnaire pour cela. Après, il est possible également d'être actionnaire par apport en industrie, donc vous apportez votre activité à la société, ce qui permet à la société tout de suite de pouvoir bénéficier de votre activité et ce qui vous donne des actions également. Étant entendu que ceci n'est pas possible dans toutes les formes de société. Et enfin, il est possible également de pouvoir être actionnaire par rapport en bien. Voilà, vous apportez un bien que vous donnez à la société, alors ce bien-là vous permet d'être actionnaire. Maintenant, cet apport de bien peut être en jouissance, juste pour que la société puisse l'utiliser pendant un certain temps, ou en propriété. Voilà. Donc ça c'est le point de l'apport en nature. Donc voilà les trois formes principalement qui vous permettent d'être actionnaire en apportant, on va dire, du matériel à la société, que ce soit de l'argent, que ce soit votre industrie, votre travail, ou alors que ce soit des biens en nature. D'accord, Maître. Alors, je reviens sur ma question qui est relative aux conséquences qui sont liées à chaque choix. D'accord. Alors, en réalité, chacun de ces choix-là vous permet d'être actionnaire avec des droits quand même assez entiers. Nous parlerons des droits de l'actionnaire plus loin. Mais après, la nuance va se retrouver au niveau de l'actionnaire qui apporte un bien en industrie. Un actionnaire qui apporte un bien en industrie, supposez qu'il ne travaille plus pour la société, il va de soi qu'il n'est plus actionnaire. Donc en pratique, il est plus évident, plus indiqué d'être un actionnaire par rapport en numéraire ou par rapport en nature. Rapport en nature, pas en jouissance, mais en pleine propriété. D'accord. Voilà. Merci, Maître. Alors, quels sont les droits donc d'un actionnaire en droit OHADA? Ah, l'actionnaire. Alors, l'actionnaire a, on va dire, plusieurs sortes de droits. Je vais commencer par le plus important, c'est les droits financiers. Les droits financiers, cela s'entend, j'espère que c'est un point qui intéresse tout le monde, parce que cela s'entend du lucre de l'argent que vous gagnez. L'actionnaire qui apporte son argent à la société qui fonctionne avec, qui tourne avec, doit pouvoir lui verser des dividendes. Si la société réalise des bénéfices, elle doit chaque année, après avoir arrêté ses comptes, verser des dividendes à l'actionnaire. Ça, c'est les droits financiers. Après, l'actionnaire a également des droits politiques. Alors, quand je dis politique, ce n'est pas la politique, voilà, mais c'est certainement au niveau de son droit de vote. L'actionnaire, à l'Assemblée générale, a le pouvoir de pouvoir dire, nous avons décidé que Linda soit directeur général. Voilà, ça c'est le droit politique. Il y a un droit de vote pour toute décision importante de la société, comme la nomination du directeur général, etc. Enfin, il y a un droit qui n'est pas souvent mis en lumière, mais c'est important d'en parler là. C'est le droit à l'information. L'actionnaire a droit à l'information. Ce n'est pas parce que Linda est directrice générale de notre société ou directrice générale de notre société que
elle va gérer la société comme elle veut, et quand je lui demande des informations, qu'elle ne me les donne pas en disant non, 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 vous êtes actionnaire, vous restez dans votre maison, vous attendez qu'on vous paye. Non, c'est pas comme ça. L'actionnaire a le droit à l'information. Donc, sous certaines conditions, il peut obtenir des informations sur les états financiers de la société, sur la bonne marge de la société, etc., etc. Donc, je me limiterai peut-être à ces 3 droits-là, mais c'est principalement ça. Bien noté, Maître. Maître, qui dit droit dit obligatoirement des obligations. Oui. Dit forcément des obligations. Oui. Alors, dites-nous quelques mots sur les obligations qui incombent à un actionnaire. Alors, l'actionnaire a quand même une lourde responsabilité. Parce que, contrairement à ce qu'on peut croire, la société ne vous appartient pas, alors que vous êtes censé, parce que vous êtes actionnaire, en détenir une partie. La société appartient à la société, à la communauté, au peuple. Et la loi dit comme ça que le capital de la société est le gage commun des créanciers. Donc c'est la garantie qu'ont la plupart des créanciers. Et vous remarquerez qu'une société peut faire appel à l'épargne publique sous certaines conditions. Donc, dans ces circonstances-là, vous ne pouvez pas dire c'est ma société, je fais ce que je veux. Je vais piocher de l'argent dans la caisse, je mets dans ma poche, je fais ce que je veux. Non, vous ne pouvez pas. Donc, vous avez une obligation, on va dire, de correction et de veiller à ce que la gestion soit correcte. Vous n'êtes pas directeur général, vous êtes actionnaire. D'accord? Mais vous avez l'obligation de veiller à ce que la gestion soit correcte et qu'il n'y ait pas, on va dire, d'abus de biens sociaux de la part des personnes que vous avez mis là ou même de votre part, parce que ce n'est pas parce que vous n'êtes pas directeur général que, voilà, on a l'habitude de voir, le gars dit c'est moi le patron, c'est moi le propriétaire, donc je peux faire ce que je veux. Et il dit, directeur général, il faut m'envoyer 10 millions, il met dans sa poche. Ça, c'est un abus de biens sociaux. Et ça, c'est pénal, vous pouvez aller en prison pour ça. Et comme c'est, on va dire, le bien commun des créanciers et les fournisseurs qui travaillent avec la société, vous ne pouvez pas ne pas veiller à une bonne gestion de la société. Donc ça, c'est une obligation quand même. Et le pendant de cette obligation-là également, c'est que vous devez, en toutes circonstances, faire le nécessaire pour que les autres associés ou les employés puissent également avoir, on va dire, c'est à quoi ils ont droit. Ça, moi, j'appelle ça le volet social, la responsabilité sociétale. Vous ne pouvez pas dire, bon, écoutez, c'est ma société, donc on s'en fout, même si on ne paye pas les employés, on s'en fout si la société ne fait pas son travail. Voilà, il y a un véritable rôle citoyen qui est dévolu à la société. Donc, on ne crée pas une société juste pour se faire de l'argent. On la crée aussi pour accomplir un devoir citoyen, pour accomplir, on va dire, un devoir sacré, quelque chose qui donne un sens à votre vie. Et ça, encore, je m'adresse à mes chouchous, à mes préférés, nos amis start-upers, parce que vous êtes l'avenir de l'Afrique, c'est vous qui allez changer le monde. Vous voyez, le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui a été transformé par des start-upers, malheureusement pas ivoiriens. J'aurais aimé que Steve Jobs soit ivoirien. Connaissant tous les génies créateurs des Ivoiriens, je ne serais pas étonné que nous ayons des milliers de Steve Jobs. Mais Steve Jobs a changé le monde de l'informatique, que ce soit pour la musique, que ce soit pour le cinéma et tout ça. Voilà. Donc vous les start-upers, vous devez comprendre que certes, vous avez un génie, vous voulez de l'argent, c'est légitime, on a tous besoin d'argent, mais vous êtes là pour accomplir une mission qui est la vôtre, par votre talent. Et ça, il faut le faire avec une grande conscience professionnelle. Et j'ai dit ça parce que pour ceux qui suivent un peu les émissions de développement personnel, ce n'est pas le cadre ici, mais vous allez voir tous ces grands connaisseurs, de ces grands penseurs, souvent mystiques et spirituels, vous disent simplement que si vous faites un boulot pour avoir de l'argent, vous n'allez pas succéder, vous n'allez pas réussir. Mais si vous faites un boulot pour accomplir une mission, non seulement vous allez avoir cet argent auquel vous n'avez pas pensé, mais vous allez être un homme heureux et accompli. Donc je vous souhaite de pouvoir faire ça. Votre plus grande obligation en tant qu'actionnaire, c'est d'accomplir votre mission en tant que businessman, faire ce que vous savez faire pour que d'autres aient du boulot, pour que d'autres aient certains services dont ils ont besoin. Je suis sorti un peu du cadre, mais c'est le lieu aussi de dire, voilà. Alors, de tout ce qui précède, mais de quel recours dispose donc un actionnaire en cas de violation de l'un de ses droits? Alors, un actionnaire, il a ce qu'on va appeler le recours de droit commun. Donc, il peut saisir les tribunaux pour mille et une choses. Donc, c'est moins la forme du recours qui compte que pourquoi il peut saisir les tribunaux. Une chose qui est importante,
c'est que l'acte uniforme ou la société commerciale, dont je te transmettrai l'exemplaire pour que tu puisses le mettre en ligne, pour que tu puisses le regarder, parce que ça c'est lire, ça se comprend, c'est en français. L'acte uniforme sur les sociétés commerciales prévoit une procédure d'alerte. Donc les commissaires aux comptes, qui sont obligatoires dans certaines circonstances pour une société, pour suivre l'activité de la société, doivent pouvoir alerter les organes de la société ou même encore le juge lorsque les choses sont mal gérées. Alors, l'actionnaire, lui, en dehors de cette procédure d'alerte qui appartient au commissaire aux comptes, et donc qui lui appartient aussi également, a la possibilité de déclencher une expertise de gestion. Une expertise de gestion, ce n'est rien d'autre que ce qu'on appelle un audit. Et donc, l'audit lui permet de se rendre compte de la situation de la société. J'ai dit n'importe quoi, j'ai mis 5 millions dans la société dont Linda est directrice générale. Et Linda dit, bon, écoutez, mes camarades, je ne vous rends pas compte. Et puis bon, je ne vois rien dans l'affaire, je n'ai pas de dividendes et tout. J'ai le droit de saisir le tribunal pour déclencher l'audit, à condition de détenir au moins un cinquième du capital social. Et cet audit-là va me permettre de savoir qu'est-ce qui s'est exactement passé et de pouvoir éventuellement demander à être remboursé ou de poursuivre la personne pour qu'elle soit condamnée à une peine de prison, etc. Donc il a éminemment beaucoup de pouvoir et de recours quand même l'actionnaire pour peu que il sache de quoi il est victime. Donc tout dépend de ce qu'il veut réclamer. Il y a d'autres hypothèses. Hein. Si par exemple le gérant en question, on va dire, n'a pas détourné de l'argent, mais simplement il ne remplit pas sa mission correctement, il ne fait pas tourner la société comme il faut, vous avez la possibilité par exemple de le révoquer dans certaines conditions. Voilà. Donc je m'arrêterai là, mais pour le reste, il faut peut-être aller voir un spécialiste, mais c'est assez vaste le sujet. Alors maître, que retenez donc en résumé des droits et obligations de l'actionnaire? Alors déjà, c'est deux choses. C'est un devoir d'être actionnaire. C'est un devoir d'être actionnaire, pourquoi? Parce que vous allez contribuer à la création de richesses, vous allez améliorer la vie des gens, vous allez créer du travail pour les Ivoiriens ou pour d'autres personnes. Hein. D'accord, vous allez créer du travail pour ces gens-là et vous allez créer des choses qui vont profiter aux gens, dont les gens ont besoin pour améliorer leur vie et tout. Donc, vous apportez quelque chose vraiment à la société. Donc, c'est un devoir et c'est une lourde responsabilité. De l'autre côté, il y a des avantages qui vont avec. Vous allez pouvoir faire peut-être un métier que vous aimez. Moi, par exemple, j'adore être avocat. Et on a créé une société d'avocats pour faire ça. Et je me réalise là-dedans, au-delà des questions matérielles. J'aime faire ça. Je dors avec, je me réveille avec. Donc, vous allez faire un métier que vous allez aimer. Et vous allez le pousser vers l'excellence. Ça suffit pour donner sens à votre vie, à votre existence. Et puis donc, moi j'encourage tous ces start-upers-là, une fois qu'ils ont fait le business plan comme on en a parlé dans les épisodes précédents, ils ont bien mûri leur projet, qu'ils arrivent à un certain niveau de maturation et qu'ils peuvent créer de la richesse. Moi je les encourage à créer des sociétés. Et dans ces sociétés-là, qu'ils soient actionnaires. On pense souvent qu'être actionnaire tout seul, c'est une bonne chose. C'est pas la meilleure chose parce que à plusieurs on avance plus vite. Après, si vous avez peur des autres, il y a le pacte d'actionnaires qui est là pour vous protéger. Vous pouvez voir notre épisode précédent sur le pacte d'actionnaires. Voilà. Alors, chers internautes, ce sera tout pour aujourd'hui. Nous espérons que vous en avez appris suffisamment en notre compagnie. Nous vous donnons rendez-vous le 12 février prochain pour un tour d'horizon sur l'exécution du contrat de travail en entreprise. À très bientôt. Au revoir. Alors, à cette occasion, vous allez avoir Maître Nyamke, qui est notre plus grand spécialiste en droit du travail. Et vous allez voir à quel point elle va vous bluffer. Exactement. Et d'ailleurs, je pense que pour ceux qui ont l'occasion de suivre ces capsules-là, ils peuvent, et je les encourage à ne pas hésiter, nous envoyer des questions ou des suggestions pour que nous en tenions compte dans les prochaines capsules. Donc, à nouveau, Linda, nous disons au revoir à nos amis. Au revoir. Et à bientôt. Au revoir.